l'univers des paiements. L'univers des paiements en pleine transformation, mais à un point. Et là, on va aller sur, on va dire, l'un des segments de cet univers des paiements avec Jérôme Lucas. Bonjour Jérôme. Bonjour. Directeur France de WorldPay. Exactement. Je me suis passionné pour l'univers des paiements, je dois te dire, Jérôme, et je ne connais pas WorldPay. Donc dis-moi, parce que l'univers des paiements aujourd'hui, il faut que vous modélisiez dans votre tête toute la transaction, du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Il y a énormément d'acteurs, il y a des acteurs qui essayent de tout faire, il y a des acteurs qui agissent sur des briques diverses et variées pour essayer de récupérer à chaque fois. Alors ça paraît un détail, un bout de centime. Sauf que ce bout de centime multiplié par des millions et des centaines de millions de transactions, ça fait aujourd'hui un univers de business absolument passionnant et qui d'ailleurs, petit à petit, je finis là mon propos liminaire, mais c'est le paradoxe de cette histoire, échappe aux banques quand même. Elles essayent de le récupérer, mais c'est quand même pour moi l'un des trucs dingues de l'évolution du monde financier, du monde bancaire, on va dire, de ces 4-5 dernières années, c'est que la révolution des paiements, elle s'est faite en marge, en fait, du monde bancaire. T'es d'accord ? Exactement, ouais. Exactement. Ça a commencé avec les banques quelque part et je pense que pour faire un peu l'introduction de qui est WorldPay, on a commencé en tant que banque. On faisait partie de la banque Royal Bank of Scotland, donc la banque britannique, qui a commencé ses activités en ayant un de ses clients, British Airways, qui est venu les voir dans les années 80 en leur disant « On aimerait bien accepter des transactions par carte. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous ?» Donc ils ont commencé à mettre en place un département pour s'occuper de ça. Et puis, ça a grandi, ça s'est étendu un petit peu partout dans le monde. Mais après, on est arrivé sur la crise économique dans les années 2008. Et Royal Bank of Scotland s'est dit, qu'est-ce que je peux me débarrasser, de quel asset je peux me débarrasser? Oui, en plus, RBS était au cœur de la tempête. Exactement. Voilà, vraiment. Ils se sont dit, les paiements, ce n'est pas vraiment quelque chose du futur. On va se débarrasser de Incroyable. ça. Et donc, on a commencé en tant qu'entreprise indépendante dans le milieu des années 2008, ouais, 2008. Donc en Grande-Bretagne ? Partout dans le monde. Donc on a commencé en Oui, partout dans le monde, mais il y a une structure sociale quelque part. Oui, la structure sociale, c'était Londres. C'est Londres. Voilà. Et le nord de l'Angleterre. Ouais. Et de là, on s'est développé vraiment à l'international en se concentrant sur des entreprises qui voulaient aller à l'international, ce qui était notre force, plutôt que se concentrer seulement sur l'approche britannique ou peu importe. Donc c'était vraiment l'approche. Tu sais, juste très très vite, mais pour que vous compreniez bien, il y en a d'autres des histoires comme ça, et c'est notamment Atos. C'est-à-dire que nous, on avait un géant du service numérique digital informatique qui s'appelle Atos. Thierry Breton, patron d'Atos, met en bourse la filiale paiement justement d'Atos. Aujourd'hui, celle qui est au CAC 40, c'est la filiale des paiements. Celle qui a disparu, c'est Atos. Voilà. C'est un petit peu la même histoire. C'est quoi? Pourquoi? Alors donc, toi, vous, le segment, je disais, il y a des briques, il y a des segments. Et toi, c'est la brique des paiements internationaux et des transactions internationales. En fait, on fait un petit peu de tout. Évidemment, l'international, c'est important pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment... On s'est dit qu'on allait se concentrer sur accompagner les marchands. On est dans un monde où on est vraiment un peu partout maintenant. Je pense que la pandémie l'a encore montré, même si on est physiquement dans un endroit, on est arrivé dans une société qui est vraiment internationale. Ouais. C'est tout à fait normal d'aller acheter quelque chose aux États-Unis ou d'aller en vacances en Asie-Pacifique, etc. Donc nous, on s'est concentré sur des entreprises qui avaient besoin de s'étendre un petit peu partout. Et on a décidé de mettre en place des équipes un peu partout dans le monde et de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des paiements dans chaque pays, quelles sont les différentes méthodes de paiement, quelles sont les cultures qui vont avec. Ah oui, donc ce n'est pas seulement de la technique. Ce n'est pas seulement de la technique, non. Et on regarde évidemment le côté paiement en soi-même. Il y a le côté technique, il y a un côté financier aussi, parce qu'évidemment, nous, on va se mettre en contact avec les banques, vos banques, pour récupérer l'argent, pour ensuite le donner à nos clients. Donc il y a le flux financier, il y a le flux technique évidemment, mais il y a le fait de comprendre qu'est-ce qui est important pour un acheteur lambda, on va dire. Non, exemple, alors si tu peux, mais ouais. c'est rien. Par exemple, j'en sais des systèmes de relance sur des factures. Il faut les faire différemment selon que on a un client en Allemagne ou un client au Japon, par exemple? Oui, je pense que sur la facture en soi-même, ça sera peut-être moins visible parce que la facture va se baser sur des approches techniques de transfert bancaire. Mais si on regarde sur un paiement de B2C, donc on va être, je sais pas, acheter par exemple, on va prendre un exemple concret. On va prendre
quelqu'un qui va acheter des vacances. Donc vous allez aller en ligne, on va acheter un séjour, on va dire, dans le Colorado. On a d'un côté quelqu'un qui veut le faire du Japon, quelqu'un qui veut le faire de France, quelqu'un qui veut le faire d'Allemagne. L'approche va être différente. Pourquoi? Alors déjà, on va regarder sur le Japon et l'Europe, parce que ça peut paraître un peu plus différent. Culturellement, c'est très différent. La transaction va se faire par une carte de paiement au Japon qui s'appelle JCB, qui est une carte locale. Donc, il faut pouvoir offrir cette carte. Donc, si vous voulez pouvoir convaincre votre acheteur japonais d'acheter son package pour aller dans le Colorado, il faut lui offrir accepter JCB. la carte JCB. Parce que si vous lui offrez carte bancaire, il va vous regarder, il ne sait pas quoi faire avec ça. Très bon exemple. On commence déjà comme ça. De l'autre côté, en Allemagne, même approche. Eh bien là, on ne va pas parler de JCB, on ne va pas parler de Visa ou de Mastercard, on va parler de quelque chose comme Sofortüberweisung, qui est une méthode de transfert. Pourquoi? C'est assez intéressant de regarder la culture allemande à ce niveau-là. Les Allemands sont très... Ils aiment le cash. Ils aiment le cash, mais pourquoi est-ce qu'ils aiment le cash? Parce qu'en fait, si on regarde la culture allemande, ils sont très opposés à partager leurs données, à partager leur vie privée. Ce qui est assez intéressant, c'est, je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience, mais donc tu fais... Non, attends, tu fais parce que le temps tourne très vite, tu fais du transfert de fonds, en fait. En Allemagne, pour un truc aussi basique d'acheter des vacances dans le Colorado, j'en sais rien, ça, 2000 €, voilà, tu vas faire du transfert de fonds. Exactement, parce que tu ne veux pas donner la possibilité à quelqu'un d'aller chercher des données qui sont à toi. Je comprends. Donc tu es en contrôle. Super intéressant. Et puis il n'y a pas de dette aussi. Parce que si on regarde par exemple une carte Visa Mastercard, souvent elles sont des cartes de crédit, on va faire de la dette. Et si on regarde la culture allemande un peu protestante, etc., le côté dette, ils ne sont pas forcément fans. Et donc il faut intégrer tout ça et il faut que tu expliques, parce que toi, en l'occurrence, ton client, c'est l'agence de voyage. Voilà. Hein, et donc il faut lui expliquer comment être en contact avec l'ensemble de ces cultures. Exactement. Et comment comprendre que, par exemple, le client japonais, il ne peut pas aller en vacances, il y a quelque chose qui s'est passé, il doit annuler. Le concept du chargeback, la demande de remboursement au Japon, est quelque chose qui fait honte. On regarde sur la culture japonaise, donc il y a 3 ou 4 acquéreurs locaux, donc acteurs locaux des paiements au Japon, on en fait partie, qui sont obligés d'avoir des départements spécialisés pour transformer ces demandes de chargeback en remboursement honorable. Parce qu'en venant sur la culture japonaise, évidemment, ça ne passe pas. Incroyable. Ouais, ça fait de sacrées barrières à l'entrée quand même, quand tu commences à rentrer, parce que là tu nous donnes des exemples qui sont très concrets, très précis, mais j'imagine que quand tu descends dans la granularité de l'ensemble des paiements, il doit y avoir énormément d'éléments comme ça qui sont propres à l'ensemble des pays, à l'ensemble des zones géographiques. Exactement, savoir si on va passer des transactions en local, en cross-border, donc, ou bien comprendre aussi la complexité des différentes devises, parce qu'il y a tout ce que... Offrir un paiement en euros à un Japonais, c'est faisable. S'il n'a vraiment pas le choix, il va le faire. Mais il préférera payer en yens. Donc comprendre comment, après, réconcilier ça, réconcilier les fichiers, c'est très, très vaste. Et je ne parle même pas de la fraude, qui est un autre sujet sur lequel il faut se concentrer aussi. Et alors, surtout, tu le balayes d'un revers de main si c'est anecdotique. La crypto, c'est anecdotique encore aujourd'hui ou c'est quelque chose qui t'intéresse? Non, ça nous intéresse. Je ne pense pas que c'est anecdotique, il y a des hauts et des bas, c'est la réalité. Mais ça, c'est les cours. Ouais. Après, c'est les usages. Moi, je vois les usages qui commencent à développer ces usages. Sans trop savoir ce qu'elles vont en faire, d'ailleurs. On se rend bien compte qu'elles mettent le doigt dans l'eau, puis elles attendent de voir s'il y a un piranha qui va les mordre. C'est sûr qu'il y a un effet de mode sur certaines choses. Après, on peut même parler de la métaverse et tout ça. C'est tout un univers qui est vraiment passionnant. On joue dedans, on essaye d'accompagner nos clients là-dedans. Pour offrir de la crypto, pour recevoir de la crypto et pour savoir comment la gérer. Et à côté de ça, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui génèrent de la crypto directement pour cimenter leurs activités, en fait. On raconte un monde qui est en train de se fragmenter de plus en plus, des zones géographiques qui se referment sur elles-mêmes, la fin de la mondialisation, tout ça, machin et tout. J'ai vu ta fenêtre de... J'y crois pas. Non, pas une seconde. Mais pour moi, fenêtre de WorldPay, tu crois pas. Il ne faut surtout pas faire l'erreur de se dire il y a la mondialisation d'un côté et il y a l'approche locale de l'autre. Les deux sont un mariage, en fait. Les deux vont ensemble. Et non, je ne vois pas la fin de la mondialisation. Pour moi, c'est impossible. Si on voit des entreprises comme Netflix, par exemple,
ils vont se retirer, ils vont faire que les États-Unis. Non, évidemment qu'ils ne vont pas faire que les États-Unis, tout et puis, Netflix. Et puis en plus, ton sujet, tu parlais des vacances au Colorado, c'est vachement intéressant parce que, à la limite, toi, ta raison d'être quelque part, c'est que moi, client français, je puisse avoir quelque chose de très artisanal, de très local, par exemple dans le Colorado, Exactement. et qui nous enrichira mutuellement et qui sera absolument pas une destruction de valeur ou une destruction d'emploi ou je ne sais quoi. Non, et puis c'est aussi à aider nos clients à faire de l'argent avec les paiements. Parce que très souvent, les paiements sont vus comme une nécessité. Ouais. Et nous, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'en fait, si on utilise une logique presque scientifique de compréhension locale et de compréhension des paiements, les paiements peuvent devenir une source de revenus. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On est là pour aider nos marchands à se faire ça. C'est ce que les banques ont eu un petit peu de mal à comprendre. Mais ça y est, attention, parce qu'elles ont compris. Là. Oui, l'Union européenne les aide à comprendre aussi. Elles essayent de rattraper le truc. Merci pour tout ça, Jérôme. Donc, Jérôme Lucas, le directeur France de WorldPay.